Notre invité, midi 40 sur BFM Business, Bernard Monod, député européen, stratégiste économiste du Front National. Bonjour Bernard Monod. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce midi sur BFM Business. On est avec Emmanuel Le Chypre également pour vous interroger. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Bienvenue également. On parle beaucoup, alors ça vous a pas échappé, on parle beaucoup d'accélérer l'intégration en zone euro, promesse conjointe de la France et de l'Allemagne la semaine dernière à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron à Berlin. Et puis il y a environ une heure et demie, Bruxelles qui a présenté ses proposition pour relancer la zone euro, proposition qu'on va détailler dans un instant, vous nous direz ce que vous en pensez. Mais d'abord, je voudrais vous demander ce que vous inspire la phrase qu'a prononcée le week-end dernier Angela Merkel et qui a suscité beaucoup de commentaires avec l'idée que c'est temps pour l'Europe, il est temps pour l'Europe de prendre son destin en main. Est-ce que pour vous, il est temps que l'Europe prenne son destin en main et si oui, sous quelle forme exactement Bernard Monod, pour vous? D'après nous, vous connaissez notre position. Nous sommes pour une Europe des nations, des nations qui coopèrent entre elles, comme c'était d'ailleurs avant le format de l'Union européenne. Et on voit bien que si on parle d'intégration aujourd'hui de la zone euro, c'est bien parce qu'elle ne marche pas. Et donc, voilà, nous, ce que nous souhaitons, c'est un autre type d'Europe qui soit beaucoup plus stable, qui soit plus solidaire vis-à-vis les uns des autres. Et je ne pense pas que l'Allemagne soit vraiment le modèle de stabilité et de solidarité. Emmanuel. Mais est-ce que alors on est d'accord effectivement, enfin tous les experts le disent, qu'on est quelque part au milieu du gué entre la rive des monnaies nationales et la rive d'une vraie intégration monétaire. Donc on peut pas rester là. Effectivement, mais ce que propose la Commission, c'est de dire effectivement. Alors vous dites il faut plus de solidarité, mais ça c'est ce que propose justement, c'est le chemin que propose la Commission, en allant vers effectivement alors une espèce de gouvernement. On liste rapidement capacité. Alors on parle de capacité budgétaire. Ça va moins loin qu'un budget de la zone euro, ouais. Mais on peut penser que c'était surtout fait pour pas irriter les Allemands à quelques mois des élections législatives. On parle de créer, alors pas tout de suite, en 2025, ce qu'on appelle un actif sans risque, c'est-à-dire une sorte de dette européenne dans laquelle on mélangerait de la dette française, italienne, allemande ou grecque. Et puis, on parle aussi de compléter notamment tout ce qui touche à l'union bancaire, parce que là aussi, on sait qu'il y a des réticences. Pour vous, l'ensemble de ces mesures, elles vont dans quel sens? Comment est-ce que vous regardez dans le mauvais sens. Déjà, nous sommes sur le principe radicalement opposés à l'union bancaire. C'est-à-dire ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis fin 2014, la France a perdu l'indépendance de son système bancaire qui a été transféré en Allemagne, à Francfort, à la Banque Centrale Européenne. Ça, pour nous, c'est totalement rédhibitoire. Voilà. Deuxièmement, il y a un élément dont vous n'avez pas parlé, c'est la fin du cash aussi. C'est-à-dire que l'imitation, dans un premier temps, des paiements par cash, sous prétexte, bien entendu, de lutte contre le blanchiment, ce qui est tout à fait honorable, sauf que c'est toujours un espèce de faux nez, et derrière, c'est une réduction des libertés individuelles, parce que ça se terminera dans quelques années par la disparition totale du cash. C'est ça le problème. Le cash, j'entends l'argent liquide. Hein. Alors voilà, sinon sur la capacité budgétaire, l'idée de base de ce rapport, c'est de dire que l'écart c'est trop creusé entre les 19 membres de la zone euro. Absolument. Mais donc l'idée que le statu quo n'est plus possible. C'est pas nouveau. Nous, ça fait 15 ans qu'on le dit. On l'a théorisé là-dessus depuis 2008. On a dit que l'euro est un énorme problème justement de solidarité et de stabilité, notamment pour les pays du Sud, et qu'on avait effectivement proposé un euro-monnaie commune. Bon, ça a été rejeté politiquement. Et donc nous allons probablement faire d'autres propositions dans l'avenir. Mais voilà, donc ils font aujourd'hui le même constat que nous, sauf que Maastricht, je vous rappelle quand même le traité de Maastricht en 92, l'objectif c'était le plein emploi, la prospérité dans l'ensemble de la zone euro. Bon, c'est exactement l'inverse 25 ans après. Bon, voilà, c'est tout ce qu'on constate. Il n'y a pas de zone monétaire optimale. Alors, Bernard Monod, vous dites nous, mais moi j'ai un problème avec votre nous aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous dites nous, on ne sait plus tellement de qui vous parlez au Front National, parce qu'on a l'impression. Le Front National, oui. Non, parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il y a plusieurs écoles, hein, quand même. Marine Le Pen, elle a fait le constat après la campagne présidentielle ratée que finalement elle avait entretenu une certaine forme de confusion, parce qu'on a bien vu que vous changiez un peu de pied pendant la campagne entre l'euro, l'écu, le retour aux monnaies nationales, etc. Les gens n'ont pas très bien compris, honnêtement. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes au clair? Vous dites que vous allez faire des nouvelles propositions, mais à ce moment-là, dans quel sens? Et qui? Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus d'accord entre vous, entre ceux qui disent il faut effectivement une monnaie commune, d'autres qui disent non, il faut revenir aux monnaies nationales.
Et vous en êtes où de votre débat interne ? Quel sera le discours officiel à l'occasion de la campagne des législatives ? Il y a deux sujets, il y a l'aspect politique et il y a l'aspect technique. Sur l'aspect technique, tous les éléments, c'est bien pour ça qu'ils veulent faire l'intégration de la zone euro avec un gouvernement économique de la zone euro, c'est que techniquement, nous avons raison, puisque l'euro est un échec, l'euro-monnaie unique est un échec depuis déjà son origine. Bon, donc tout le monde est à peu près d'accord aujourd'hui là-dessus. Ah non. C'était pas... Si. Non, vous pouvez pas dire ça. Attendez, justement, l'Union européenne et la Commission européenne fait des propositions. Non, mais que ça fonctionne mal. Pour un gouvernement de l'économie de la zone euro. Mais regardez, l'INSEE nous dit la semaine dernière que ça n'a absolument pas provoqué de on va pas parler des mouvements erratiques, etc. Donc, non, vous pouvez dire que ça fonctionne pas bien, mais vous pouvez dire que tous les experts disent que c'est un échec. La croissance économique est proche de zéro depuis des années, alors que par rapport à toutes les autres zones d'investissement, le chômage a explosé depuis 15 ans. Partout dans la zone euro. À l'exception de l'Allemagne, mais bon. Dans plein d'autres pays. Donc, enfin, je veux dire, les déficits sont extrêmement développés au niveau de la balance commerciale, au niveau de budgétaire, etc. Donc, ça ne marche pas. Bon. Et en plus de ça, l'euro devait nous sauver depuis 2008 et on passe son temps à le renflouer à grand renfort de déficit et de dette publique. Bon. Donc, ça ne marche pas. Voilà. Le constat, on est à peu près tous d'accord là-dessus, sauf les gens de mauvaise foi. Alors, ce que l'on veut faire, nous, au Front National, c'est qu'on a déjà pris acte que les Français ne veulent pas entendre parler de la sortie de l'euro. Bon, ça c'est un constat politique, voilà, c'est un fait, on ne peut pas le nier. Donc à partir de là, nous, on est plutôt pragmatiques, et moi je suis de ceux qui... C'est une raison pour extraire cette proposition de votre programme, parce que les Français... Je pense qu'il va falloir évoluer sur ce sujet-là, et qu'on va remettre à plat cette question-là, puis d'autres, mais il y a pas, c'est un sujet fondamental, mais il y a d'autres questions. Il y a la question de la dette, il y a la question du système bancaire, notamment avec le problème de l'union bancaire, qui sont pour moi beaucoup plus prégnants même que l'euro, parce que pour moi c'est un triptyque, c'est euro, dette et système bancaire. Voilà, donc à partir de là, il faudra remettre tout à plat et faire des contre-propositions dont on débattra en interne au front. Et vous avez du travail, parce que Marine Le Pen avait bien dit qu'en gros 80% de son programme était quand même fondé sur cette idée de retour à la souveraineté monétaire nationale. C'est une formule de communication, mais c'est vrai qu'on peut faire... Et puis alors vous savez, le fait d'être présent à l'Union européenne, c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait une opposition au sein de la commission du Parlement européen. Nous travaillons dans les commissions économiques, en particulier moi-même. Nous sommes face à les tenants de l'Union européenne et de la BCE, M. Draghi, M. Moscovici, etc. Et nous avons découvert institutionnellement qu'il y avait beaucoup de solutions. On peut aujourd'hui, en restant dans le cadre de l'euro-monnaie unique, faire des évolutions sur la réglementation bancaire, financière, etc. Et nous pourrons faire des propositions, probablement, à terme, dans ce sens-là. Le constat de fond, c'est que, je vous citais tout à l'heure la phrase prononcée par Angela Merkel. Est-ce que vous pouvez nous démontrer en quoi, pour vous, plus d'intégration européenne n'est pas finalement le rempart, c'était le sous-entendu de la phrase d'Angela Merkel, contre les velléités protectionnistes de Donald Trump et contre le Brexit finalement? Oui, mais ça c'est des postures politiques de Madame Merkel. Le seul problème, c'est que Madame Merkel, l'Allemagne veut soumettre l'ensemble elle l'a dit comme Emmanuel Macron le dit aussi, comme Emmanuel Macron ou les Italiens le disent aussi. Selon la vision de l'Allemagne. Sauf que la vision de l'Allemagne, c'est aussi la vision d'Emmanuel Macron et c'est aussi la vision des Italiens. Oui, c'est bien ça le problème. C'est pour ça que nous combattons le président Macron. Bon, parce que nous sommes radicalement opposés à la politique qu'il va appliquer, c'est-à-dire celle de l'austérité, ce qui se passe à l'heure actuelle en Grèce, à Chypre, au Portugal, etc. C'est ce qui va toucher les Français tôt ou tard. Il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire que ça va être tout le système de protection sociale qui va être remis à plat, avec notamment l'assurance chômage et puis la protection sociale, la sécurité sociale, sur les retraites, etc. Les Français vont découvrir le vrai Macron dans les semestres à venir. Voilà. Et puis l'autre volet, c'est que ça va être aussi le risque dont on parlait avec l'union bancaire, qui pour moi est un risque majeur dont les Français n'ont pas encore conscience, c'est-à-dire que leur argent est menacé de spoliation en cas de risque systémique majeur dans la zone euro. C'est aussi ce qui freine les Allemands aujourd'hui. C'est le risque justement que certaines banques allemandes et épargnants allemands sont obligés d'aller éponger les dettes d'autres banques mal gérées. Mais, sauf que les banques allemandes sont elles-mêmes concernées puisqu'elles sont extrêmement en grande difficulté. Je parle de Deutsche Bank, je parle de Commerzbank, mais il y a aussi les banques italiennes, il y a aussi les banques portugaises. D'ailleurs, j'ai noté qu'il y a 2 jours, monsieur Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, est assez inquiet sur la situation dans la zone euro. Il demande d'agir vite. Il a lancé un appel pour agir dans le sens de justement plus d'intégration et d'application de l'union bancaire pour l'installer en fait. Emmanuel. Vous avez parlé de la protection sociale. Quelle position, alors plus globalement, parce que vous parlez du chômage aussi, vous allez prendre
pendant le débat sur la réforme du marché du travail. Ce que propose Emmanuel Macron, c'est apparemment d'aller dans une direction qui est la direction qu'ont emprunté tous les pays autour de nous, qui ont à peu près réussi à faire baisser le chômage. Un peu plus de flexibilité, un peu plus de simplicité pour les chefs d'entreprise, pour licencier, etc. Quelle position, vous allez adopter pendant cette discussion ? Nous sommes contre le principe de la loi El Khomri et encore moins de l'appliquer de la manière, avec la procédure qu'ils veulent utiliser, c'est-à-dire les ordonnances, pour aller vite, pour aller plus loin que ce qu'ils ont déjà établi comme loi avec la loi El Khomri 1 et 2. Bon, voilà, on est contre et on va se battre dans le sens du maintien du Code du travail tel qu'il est aujourd'hui et surtout... Votre message pendant la campagne législative, c'est le maintien du Code du travail tel qu'il est aujourd'hui. Oui, je pense qu'on va pas revenir sur nos fondamentaux, bien entendu. C'est-à-dire que c'est pas en situation où l'économie française ne va pas bien qu'on change les systèmes de protection et les amortisseurs sociaux. Il faut le faire quand on est en situation d'expansion et on en est bien loin, malheureusement. Mais par exemple, sur un des sujets emblématiques qui est le plafonnement que souhaite Emmanuel Macron des indemnités de licenciement en cas d'absence de motifs sérieux, vous êtes beaucoup en contact avec les patrons de PME, ils vous disent que pour eux c'est un problème à l'embauche, etc. Donc qu'est-ce que vous leur dites, au petit patron ? Nous, vous savez, on a du bon sens et on a du pragmatisme. C'est pas la modification du Code du travail en l'affaiblissant qui va créer de l'activité économique, des investissements et du développement économique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et ces modifications éventuelles, parce qu'on pourrait effectivement ajuster et assouplir un peu le Code du travail pour l'adapter aux réalités de la vie et l'économie numérique, notamment aujourd'hui. Mais le problème, c'est que ça se fait en période d'expansion. Et on n'y est pas, on en est bien loin. Voilà, moi c'est un peu notre position. Oui, sauf qu'on sait jamais, parce qu'il y a toujours des gens qui vous disent quand ça va bien, c'est pas le moment de faire des réformes parce que ça va bien, et quand ça va mal, bah non, c'est pas le moment de faire des réformes parce que ça va mal. Ben, si on est un jour au pouvoir, vous verrez qu'on le fera dans de bonnes conditions. Justement, ça nous amène à parler un petit peu de la position et de l'avenir du Front National, alors qu'on sent traversé par plusieurs courants, même si le Front National n'a jamais été un parti monolithique, mais on s'interroge sur la stratégie du Front National. Est-ce que c'est un parti qui a vocation à nouer des alliances demain au sein d'un gouvernement ou être une force d'appoint d'une force gouvernementale ? Est-ce que le Front National a vocation à accueillir certains membre de l'actuel parti des Républicains. Comment va évoluer le parti aujourd'hui, en fait ? Écoutez, il y a effectivement une recomposition à l'occasion de ces présidentielles de la vie politique, notamment chez les Républicains, mais aussi chez les centristes, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Et effectivement, nous, on a vocation à accueillir tout le monde. C'est-à-dire qu'on est dans une union patriotique qui accueille tous les gens de bonne volonté qui veulent redresser réellement la France, mais l'ensemble de la France, pas uniquement l'élite et l'oligarchie qui défend ses propres intérêts. Nous, on veut redresser l'ensemble du pays. Bon. Donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent très bien nous rejoindre et on les accueillera avec bien volontiers. Oui, mais sauf qu'on voit bien que c'est un peu comme à gauche, c'est-à-dire que vous avez une gauche de gouvernement, vous avez une gauche radicale, et on voit bien qu'il est en train de se dessiner un Front National de gouvernement et un Front National radical. Voilà, qui va rejoindre quel rang ? Ben, c'est un peu prématuré pour le dire. Je pense que nous-mêmes, nous allons avoir un congrès d'ici la fin de l'année ou début de l'année 2018. Ça sera l'occasion de remettre un peu à plat les choses. Entendre aussi nos adhérents, savoir quelle ligne ils veulent entendre et pour nous voir arriver un jour au pouvoir. Voilà, donc je pense qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui vont se dire et se décider dans les mois à venir. Est-ce que vous dites qu'il peut y avoir des changements significatifs ? Est-ce qu'on ne va pas aller vers un changement cosmétique avec un simple changement de nom finalement qui finalement serait un faux-nez pour masquer les difficultés du parti à se réformer et à trouver sa véritable ligne finalement? Non, je pense qu'il faut qu'on se remette en cause, qu'il y ait une réforme de l'intérieur qui s'opère. Et puis après le nom, vous savez, c'est comme les enseignes, ça peut se changer ou pas. C'est pas immuable pour vous, c'est pas une ligne rouge ça. C'est la majorité qui décidera, des adhérents qui décidera de notre avenir. Combien vous espérez de députés, Bernard Monod, aux législatives ? Les pronostics chiffrés, moi je me projette pas là-dedans parce que en fait il y a tellement de variables d'ajustement que c'est pas possible de le dire là aujourd'hui. Parce qu'il peut y avoir des triangulaires, des quadrangulaires. Voilà, on espère au moins avoir le nombre suffisant pour constituer un groupe. Voilà, au moins. Donc 15 députés. Si, c'est toujours 15, parce qu'ils peuvent très bien le modifier
le moment venu. Avec du renouvellement à la tête du parti, vous voyez qu'il y a notamment une polémique avec Florian Philippot qui laisse entendre qu'il pourrait quitter le parti si justement la sortie de l'euro n'était plus au programme du Front National. Est-ce que vraiment vous sentez que les débats vont se focaliser sur cette question de l'euro là dans les prochaines semaines, les prochains mois? Véritablement, ça sera fondamental. Moi, je suis de ceux qui prétendent qu'il n'y a pas que l'euro, qu'il y a les autres sujets. Je vous parlais tout à l'heure du triptyque euro, dette et banque, et que ces questions-là se posent aussi là-dessus. Tout le monde se focalise sur l'euro. Mais moi, j'élargis le sujet justement à ça, aux dettes et au système bancaire, qui pour moi est en extrême. Enfin, je vais même plus loin. Le système bancaire européen est en état d'urgence aujourd'hui. Vous avez 1000 milliards d'euros de non-performing loans sur les créances douteuses dans tout le système bancaire européen, et c'est probablement le point faible de l'ensemble de la zone euro. Sauf que Bernard Monod, c'est pas avec la réforme bancaire que vous allez faire rêver les Français. Oui, d'accord, mais si on leur dit la réalité et que les conséquences dont il va falloir qu'ils assument si on continue dans cette voie-là de l'Union européenne, de la BCE, avec Mme Merkel et M. Macron, je pense qu'on va droit dans le mur, voire au final, dans quelques années, dans une banqueroute généralisée. Et vous avez une Banque Centrale Européenne, celle que vous combattez, que vous dénigrez, qui quand même apporte des liquidités au jour le jour, meilleures conditions possibles à ce fameux système bancaire, justement. Pour combien de temps ? Qui fait déjà ce que vous aimeriez faire à la Banque de France. Non, c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on veut effectivement monétiser une partie de la dette, mais pour l'orienter vers l'économie productive et surtout aussi le désendettement de la France. Parce que ça fait quand même, notre pays, ça fait 45 ans que ce soit l'UMP, le PS, les centristes au pouvoir, qu'ils ne savent faire que de la dette. D'ailleurs, vous en parliez juste à l'instant, ils veulent créer un nouveau véhicule d'investissement, de dette européenne, mais c'est toujours pour faire plus de dettes. Et plus de dettes égale plus d'impôts. Ça veut dire que si on continue dans cette voie-là de capacité budgétaire, à terme, ce sera un nouvel impôt européen qui s'imposera, en plus de ceux, bien entendu, nationaux. Concrètement, il nous reste une minute, Bernard Monod. Sur quoi les candidats du Front National aux législatives vont-ils faire campagne très concrètement? Quels seront les messages prioritaires? Ils le font déjà. C'est déjà l'identité nationale, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, parce qu'on n'en parle pas, ça aussi, mais la volonté de cette zone européenne, enfin de cette zone euro et de l'Union européenne, c'est aussi d'élargir la politique de migratoire, qui va prendre une ampleur encore beaucoup plus importante avec M. Macron. Bon, ça c'est la lutte contre tous ces fléaux qui menacent l'identité et la sécurité des Français, en particulier. Merci beaucoup Bernard Monod, merci d'être venu nous voir ce midi sur BFM Business. Donc je rappelle, député européen, stratégiste économique du Front National. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup Emmanuel. À très vite, quasiment 13h sur BFM Business.